Yaurana, Kaohanoui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. S'ils nous piquent, qu'ils sont gênants et ils nous rendent malades avec la dengue, le chikungunya ou le zika, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de nos amis les moustiques. Avec d'un côté, le toté Henri-Pierre Mallet, médecin épidémiologiste de la race, Yorana. Yaorana. Et de l'autre, Dr Van Meika Olormo, directrice du LIV, le laboratoire virologique, laboratoire de recherche sur les infections virales émergentes de l'ILM, Yorana. Yorana. Et Noémie Pi-Ivey, chargée d'études sanitaires au Centre de santé environnementale. Yarana. Alors, on se tourne justement vers toi, Noémie, avant de revenir sur les maladies citées plus tôt. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous faire une piqûre de rappel, si je peux me permettre le jeu de mots, sur le cycle de vie d'un moustique? Alors, il faut savoir qu'un moustique, il peut vivre un mois environ. Le moustique, il se développe en deux phases. Donc, une phase aquatique et une phase terrestre. Donc, la phase aquatique, c'est lorsque une femelle moustique pond des œufs. Donc, ces œufs vont se développer en larves puis en nymphes dans de l'eau stagnante. Ensuite, ces moustiques vont émerger. Et ces moustiques-là, donc c'est uniquement les femelles qui piquent. Elles vont piquer un hôte pour boire son sang et pour recommencer le cycle, pour redonner des œufs, et etc. Quand la femelle pique et qu'elle pond ses œufs, elle peut retourner piquer ou c'est qu'une seule fois qu'elle pond ses œufs? Elle peut retourner piquer, donc elle peut piquer plusieurs fois. Par contre, elle s'accouple qu'une seule fois avec le mâle. C'est parce qu'elle va garder en fait les spermatozoïdes du mâle en fait. Et donc elle pourra les piquer plusieurs fois pour que ces œufs puissent être portés à maturation et pondre plusieurs fois aussi dans des gîtes à moustiques. Voilà. Au bout de combien de temps, Dr Van May, un moustique peut être considéré comme porteur de virus, de maladie? Est-ce que c'est dès qu'il commence à s'envoler? Alors, si on parle de la dengue ou d'autres virus comme la dengue qui sont transmis par les moustiques, lorsque la femelle adulte va donc prendre son repas sur une personne qui est infectée, le virus va, au moment où le moustique ingère le sang, il va ingérer en même temps le virus. Le virus, au bout de 48 heures, va quitter l'estomac pour gagner d'autres organes. Et au bout d'à peu près 5 jours, il peut se retrouver dans les glandes salivaires. Et lorsque le virus se trouve dans les glandes salivaires, à ce moment-là, quand la femelle moustique ira piquer une autre personne, elle va injecter de la salive et avec cette salive, elle va pouvoir en même temps injecter des particules de virus. Toté Malé, du coup, on a parlé de dengue là à l'instant, mais finalement, il y a la dengue, le zika, le chikungunya, la filariose. On parle de quoi finalement? C'est quoi toutes ces maladies? Alors, on parle de plusieurs choses. Les trois premiers, c'est des arboviroses, que Toté connaît bien, Okay. qui sont transmises par les moustiques, sont des virus. La filariose, c'est un parasite. Pour autant, ce sont tous effectivement des microbes transmis par les moustiques. Différentes espèces de moustiques, mais en gros, c'est ce qu'on appelle l'Aedes, c'est le moustique qui pique surtout le matin et le soir, qui va donner des maladies. Alors, la filariose, je la mets un petit peu à part, on en parlera peut-être plus tard. Les arboviroses, comme la dengue, chikungunya, zika, et il y en a d'autres dans le monde qu'on n'a pas pour l'instant, mais qui pourraient venir, en fait, donnent des signes un petit peu communs. C'est un peu le syndrome grippal, c'est la fièvre brutale, c'est le mal de tête, c'est les douleurs, c'est les arthralgies. La plupart du temps, c'est ce genre de signe que l'on a qui va durer une petite semaine. Donc, dès qu'on a ces symptômes, il faut se dire, ah, c'est Alors, peut-être les ça peut moustiques. être ça, tout à fait, surtout quand c'est une période épidémique comme en ce moment. Après, il ne faut pas oublier que ces maladies ne donnent pas toujours des signes. On peut l'attraper, on peut avoir le virus, mais selon les circonstances, l'immunité, on peut ne pas avoir de signes du tout. Dans le cas de la dengue, ça peut aller jusqu'à 80% dans certaines épidémies des personnes qui n'auront pas de signes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas contagieux. On entretient, comme ça a été décrit, le cycle. On est piqué, le virus est dans le sang, et si un autre virus nous pique, il peut absorber à ce moment-là le virus et continuer de transmettre. C'est bien le problème, c'est que la transmission se fait de façon un petit peu silencieuse. Alors, je reviens sur ce que tu disais à un moment donné. Tu as dit qu'en ce moment, on est dans une période épidémiologiste. Épidémique. Merci, je vais y arriver. Non. Du coup, Noémie, est-ce qu'il y a une période, une saison pour les moustiques, ou à un moment donné de l'année où ils sont plus violents, plus agressifs, plus présents? Donc, ça sera plutôt au moment de la saison des pluies et au moment où il fera plus chaud. Pourquoi c'est parce que avec la pluie, les gîtes vont se remplir. Il y aura plus de gîtes à moustiques et donc plus d'endroits pour les moustiques pour se reproduire.
Docteur Van May, on sait que c'est au travers de sa piqûre, hein, on le répète depuis tout à l'heure, mais concrètement, quand il transmet ces maladies, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il nous fait comme une prise de sang qu'il va aller éparpiller un peu partout, ou est-ce que c'est la maladie qui reste sur son, comment on appelle ça, un dard, une trompe? Alors en fait, voilà, le moustique a une trompe et au moment où il va piquer, donc son objectif à lui, c'est de prélever du sang et il injecte de la salive parce que dans la salive, il a également des anesthésiants qui vont permettre en fait d'éviter que la personne sente immédiatement qu'elle est coupée, qu'elle est piquée. Et puis en même temps, lorsque il injecte cette salive, il absorbe du sang. Donc si jamais le moustique est infecté, mettons par exemple par la dengue, il va à ce moment-là injecter du virus de la dengue au niveau de l'épiderme, au niveau de la peau. Ce virus va pouvoir se rendre et infecter certaines cellules qui se trouvent au niveau de la peau, en particulier certaines cellules qui rentrent dans notre système immunitaire et qui vont aller plus profond, rejoindre d'autres organes du corps. Et c'est comme ça que le virus va pouvoir petit à petit infecter d'autres cellules, se multiplier. Et c'est cette quantité de virus multiplié qui, au bout d'une semaine à peu près, après la piqûre, va donner la fièvre et surtout va faire que la personne est à son tour capable d'infecter des moustiques si jamais elle est à nouveau piquée. Et la filariose, totémalée, c'était un petit peu différent, tu nous disais tout à l'heure. Alors oui, c'est un petit peu différent. C'est un parasite qui est transmis par un autre moustique. Et alors, il donne pas une phase aiguë. On n'a pas une injection d'un parasite et on est tout de suite malade. C'est l'accumulation de ces petits parasites, des vers, qui vont grandir et qui vont donner les signes de la filariose, qui vont s'étaler sur une longue période d'incubation. Et les premiers signes, vous savez, c'est les gonflements des membres, sans avoir forcément le fameux pied éléphantiasis, comme on dit, mais les premiers signes, c'est déjà un œdème des membres, hein, et c'est avec le temps que ça va se constituer en un œdème qui ne pourra plus disparaître ou des grosseurs. Donc il y a moyen, lors qu'on a un œdème, de consulter. Il ne faut pas attendre. Hein. Le problème de la filariose, c'est qu'on attend trop et après, effectivement, on n'arrive pas à traiter, alors que si on traite précocement, il y a des traitements. L'autre chose pour la filariose, on y reviendra peut-être aussi, c'est qu'on veut surtout prévenir, parce que la transmission se fait à travers les humains. Si on supprime les petits vers chez tous les humains, c'est ce qu'on fait avec la POD, prise observée directe, on essaie de donner un traitement à tout le monde en même temps pour faire disparaître entièrement et qu'il n'y ait plus de transmission. Alors c'est compliqué parce qu'il faut vraiment que tout le monde prenne le médicament en même temps et c'est pour ça que l'histoire de la filariose, vous la connaissez, hein, on croit qu'on l'a éliminée, puis si on ne maintient pas cette pression sur le parasite, ça revient comme on l'a constaté à Moréa et c'est pour ça qu'on refait actuellement une campagne. C'était finalement ma question, c'est pour ça que ça revient, parce que je me souviens quand j'étais petit à l'école, on nous donnait toujours la notésine, c'est ça. Et puis finalement un jour ça a disparu, on n'en a pas entendu parler on a pendant arrêté plusieurs de la années. donner parce que dans les zones, dans la plupart des zones, on faisait des enquêtes, on regardait, et on ne retrouvait plus ce parasite chez l'homme. Donc à ce moment-là, comme il n'y a pas de réservoir chez le moustique, si on n'a plus chez l'homme, normalement, ça ne se transmet plus. Sauf que il suffit qu'il y en ait un tout petit peu, qu'on ne le voit pas, puis qu'il recommence à repousser. Quelques années plus tard, ça repart. C'est pour ça qu'il faut surveiller tout le temps. Et si ça repart un petit peu, on reprend la campagne. Donc là, actuellement, c'est ce qu'on fait à Moréa. Il se peut qu'on doive refaire des campagnes ponctuellement sur telle ou telle zone. Sur Tahiti, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc on ne fait pas de campagne, mais il faut rester très vigilant, bien sûr, puisqu'on est très proche. Ça sera peut-être nécessaire à un moment donné. Oui. Docteur Van May, ces dernières années, on a vu des recrudescences de cas de dengue, de Zika, parfois de chikungunya. Est-ce que c'est un peu le même principe que vient de l'expliquer Totémalé, c'est qu'il y a ça reste à un endroit et finalement un jour ça ressort comme ça? Alors il faut savoir que les moustiques, eux, sont présents tout le temps. Donc on a en fait deux espèces qui sont vraiment présentes sur le territoire et qui sont capables de transmettre la dengue et ces autres virus. Et ce qui se passe, c'est que par contre les virus, eux, arrivent de l'extérieur. On n'a pas, la population de la Polynésie française n'est pas suffisamment, on va dire, importante pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des virus en permanence. En plus, on n'a pas de réservoirs animaux non plus. Donc, ce qui se passe, c'est que les virus de dengue, par exemple, qui causent des épidémies chez nous, arrivent de l'extérieur. Donc, c'est le fait que les gens voyagent, que des voyageurs arrivent, que des gens d'ici partent en vacances, etc., qui crée l'opportunité de l'arrivée de ces virus.
C'est pas les moustiques qui prennent l'avion. Essentiellement, ce sont des personnes infectées qui, à un moment donné, voyagent et reviennent avec. Donc, ce qui se passe dans le cas de la dengue, c'est que pendant des décennies, en fait, on a eu des épidémies causées par un virus qui arrive, qui cause une épidémie qui continue à circuler. Et puis, petit à petit, un type de dengue est remplacé par un autre, parce qu'on a on a 4 virus de dengue. Ça peut être le Zika, ça peut être le chikungunya. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, une fois que l'épidémie est passée, qu'une bonne partie de la population a été infectée et immunisée contre ce virus, finalement, sa circulation diminue petit à petit. On est dans une situation un peu particulière qui est que, normalement, on a toujours eu quelque part un petit peu de dengue qui circule, que ce soit celui qui a causé la première épidémie qui circule à plusieurs années, ou un nouveau virus qui arrive, qui du coup se met à causer une nouvelle épidémie et le précédent s'arrête. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la période Covid, on a eu un arrêt, en fait, pendant 2 ans et demi de circulation complète de la dengue. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. Et puis finalement, quand les voyages ont repris, on a eu, de nouveau, l'arrivée de nouveaux virus de dengue. Donc à chaque fois, finalement, ce sont quand même des virus qui arrivent de l'extérieur au gré des voyages des personnes. Alors, je pars, le public le sait, je pars toujours dans des exemples un petit peu extrêmes. Donc, Noémie, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il est possible, imaginons, d'éteindre totalement le moustique? C'est-à-dire que les araignées, par exemple, elles ont leur utilité dans l'écosystème, mais quand il s'agit du moustique, est-ce qu'ils ont leur utilité, mis à part venir nous piquer, qu'est-ce qu'ils font? Non, je pense pas qu'on puisse éteindre totalement les moustiques. Et leur utilité, il me semble qu'ils peuvent aussi être des pollinisateurs. Donc ensuite, après, sa question de l'utilité doit être étudiée plus largement. Mais sinon, il y a l'INM qui fait en ce moment des travaux sur les mâles stériles. Donc, je me tourne vers toi, du coup, Dr Van May. Rendre les moustiques mâles stériles, ça peut permettre d'éviter une reproduction ou une nouvelle épidémie? Alors, ce qu'il faut savoir, donc pour répondre quand même à la question sur est-ce que c'est utile le moustique, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les 2 espèces qui transmettent des maladies chez nous, on a Aedes polynesiensis qui transmet aussi la filariose et qui est un très bon vecteur aussi de ces virus, qui est un moustique dit indigène. Il est arrivé il y a très longtemps sur le territoire. Aedes aegypti, lui, a été introduit au XXe siècle, donc il n'était pas présent de toute façon. Donc, ce qu'on appelle leur contribution, leur service écosystémique, c'est le fait de savoir est-ce qu'ils servent à quelque chose, est-ce que la masse du moustique sert à quelque chose, par exemple pour l'alimentation des oiseaux, etc., elle est considérée comme nulle. C'est-à-dire qu'en gros, la présence du moustique n'est pas nécessaire. Maintenant, ce qui concerne la stratégie d'élimination, c'est extrêmement compliqué d'envisager une élimination totale en fait de la présence d'une espèce. Il y a aujourd'hui des programmes, et notamment des programmes qui sont mis en place par l'Institut Malardé et le laboratoire d'entomologie sur la technique de l'insecte stérile. Donc le principe, c'est de stériliser des mâles, de libérer ces mâles de façon massive, et ces mâles stérilisés vont venir rentrer en compétition avec les mâles naturels pour féconder les femelles. Mais comme de toute façon ils sont stériles, en fait ils occupent les femelles qui, elles, en plus, ne se font féconder qu'une seule fois. Et donc, du coup, les mâles sauvages ne peuvent plus féconder de femelles. Ça a pour effet, en fait, de vraiment réduire la densité de l'espèce. C'est aussi utilisé, on va dire, depuis un certain nombre d'années en Europe pour lutter contre les épidémies de chikungunya qui ont lieu maintenant à la saison chaude, c'est-à-dire qu'on lâche, en fait, ces moustiques mâles stérilisés pour entrer en compétition. Et le fait de réduire la densité de moustiques, ça permet de réduire aussi la transmission des virus. Et on va en reparler, les virus. Tate Malik, c'est quoi les conséquences de toutes ces épidémies? Parce qu'on parle de dengue, de Zika, de chikungunya, mais est-ce que ça peut être des cas graves? Oui, elles ne sont pas tout à fait de la même importance. On a vu, ceux qui se souviennent du chikungunya et du Zika, qui étaient des maladies qui n'avaient pas du tout circulé auparavant, donc comme le disait le docteur, il n'y avait pas de protection dans la population. Donc ça a flambé, il y a eu énormément de malades, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc les conséquences directes, ça a été surtout des arrêts de travail, une impossibilité, une incapacité. Parce que le Zika n'était pas trop méchant, encore que on a eu des surprises de voir qu'il y a eu des formes sévères, rares mais présentes, le syndrome de Guillain-Barré. Puis après, vous savez, les microcéphalies, les petites têtes des bébés, des femmes infectées, il ne faut pas oublier ça. On ne connaissait pas ces complications dans cette maladie, donc il faut se méfier. Le chikungunya, de la même façon,
ça paraît relativement bénin, mais des gens ont énormément de séquelles avec des douleurs articulaires qui ont subsisté. Donc voilà, Zika chikungunya, c'est assez spécifique. La dengue, on connaît mieux, c'est plus ancien. Elle n'a pas ces complications à long terme. On connaît les complications. Par contre, elle peut donner des formes sévères, aiguës, au bout de quelques jours d'évolution classique, comme je disais, de grippe classique. Dans certains cas, et c'est surtout si on a déjà été infecté une fois avant, on a une réaction qui est encore plus forte. Et à ce moment-là, on peut se retrouver avec une dengue sévère, on se retrouve à l'hôpital. Parce qu'il faut s'hydrater, il faut des perfusions, et on risque un coma, on risque des formes neurologiques. Et donc, dans de rares cas, c'est ce qui arrive. Donc aujourd'hui, j'en profite pour insister, je me disais, l'épidémie de dengue est déclarée aujourd'hui donc à Moorea et à Tahiti pour l'instant, ce qui veut dire qu'on est en croissance et qu'on aura de plus en plus de gens atteints. Mhm. Il y a un petit pourcentage de ces personnes-là qui peut faire une forme sévère. Donc j'invite les gens vraiment à être vigilants, même si c'est commun, même si on pense que ça va passer, ce qui est le cas la plupart du temps, avec une bonne hydratation, beaucoup boire, du paracétamol seulement, pas d'autres médicaments. Si ça passe pas en quelques jours, il faut absolument consulter pour éviter que ça se transforme en forme beaucoup plus grave, dont des formes dites classiquement hémorragiques, on disait, mais c'est pas la principale complication, c'en est une de ce qu'on peut voir. Ouais. Pour éviter d'en arriver là, il y a parfois des campagnes de désinsectisation. Noémie, comment ça se passe en fait? Grosso modo, c'est on prend une grande bombe d'insecticides et on en met partout dans une zone pour éviter que ça prolifère? Alors, pour les campagnes de désinsectisation, donc on délimite une zone où il y a une propagation active du virus de la dengue. Ensuite, le centre de santé environnementale possède des appareils, des pulvérisateurs, et on pulvérise très tôt le matin parce que c'est la période où les moustiques sont les plus actifs. Donc, on pulvérise des produits insecticides, enfin un produit insecticide très tôt le matin, et on fait ça sur 2 campagnes généralement. Donc, pour tuer les moustiques adultes qui sont potentiellement porteurs du virus de la dengue. Il n'y aurait pas moyen d'avoir, par exemple, je prends l'exemple par exemple du Covid, d'avoir une sorte de vaccin anti-Zika, anti-dengue, anti-chikungunya, docteur Van May? Alors, il existe un vaccin contre la dengue, hein, un vaccin qui a été développé qui s'appelle le Dengvaxia, qui est autorisé en France, mais pour lesquels aujourd'hui, en fait, la production est terminée. Donc, ce vaccin sera encore vendu pendant à peu près 1 an et demi. Et il y a un autre vaccin, Qdenga, qui a été développé par Takeda, qui lui a obtenu en fait une autorisation de mise sur le marché par l'Europe, et qui l'un comme l'autre sont des vaccins qui, pour l'instant, restent recommandés quand même sur des zones pour lesquelles on a une très très forte présence de la dengue et sur, on va dire, des tranches d'âge à partir du moment où on a quand même l'assurance, ou en tout cas une grosse proportion de la tranche d'âge concernée qui a déjà été exposée une première fois à la dengue. Donc, ce qui se passe, c'est que ces vaccins existent, mais les décisions sur la manière dont utiliser ce vaccin auprès des populations, c'est quelque chose qui reste de la prérogative des pays après et des mesures à prendre. Alors, prenons les bonnes habitudes dès maintenant, même si normalement le message est censé être déjà passé. Normalement, on va faire encore une fois une piqûre de rappel sur ce que l'on doit faire à la maison. On l'a vu au début, le moustique se reproduit finalement dans une eau stagnante. Il faut donc bien nettoyer chez soi. Mais ça veut dire quoi? Alors, bien nettoyer chez soi, c'est donc éliminer les gîtes à moustiques. Donc, pas de gîtes, pas de moustiques. Donc, les gîtes généralement rencontrés donc, à la maison, ça peut être les pneus. Généralement, on en retrouve partout. Ça peut être des pots, des sous-pots, des pots à bouture. Ça peut être les gouttières également qui sont bouchées ou affaissées. Ça peut être également les fosses septiques non étanches. Donc, c'est toutes ces gîtes qu'il faut éliminer. Donc, quand je veux dire éliminer, c'est éliminer l'eau qui se trouve à l'intérieur de ces gîtes. Donc, pour certains gîtes, ça sera beaucoup plus facile. Par exemple, les sous-pots, il faut les vider et nettoyer, ne pas oublier, parce que les œufs de moustique sont résistants à la sécheresse. Ah, donc du coup, une fois, il suffit pas juste de retourner, il faut carrément nettoyer, passer un petit Le coup de mieux, brosse. c'est de nettoyer. En fait, il faut pas que... par exemple, pour Aedes aegypti, ils peuvent avoir des œufs résistants à la sécheresse jusqu'à 1 an. Donc, s'ils sont remis en eau dans la période d'1 an, ils peuvent reprendre leur cycle de développement, puis éclore et
redevenir un moustique. Attends, je Donc- résume. Ce que tu viens de dire, ça veut dire que les œufs, une fois pondus, ils vont rester 1 an comme ça, secs. Ils peuvent se mettre en dormance. Ah d'accord. Et tu Voilà. les remis juste dans l'eau, ça y est, ils reviennent. Voilà, ils continuent leur cycle de développement. Du coup, c'est pour ça qu'on conseille toujours de vider et de nettoyer ou de vider et mettre à l'abri, mais ne pas remettre en eau les récipients qui peuvent contenir de l'eau stagnante. Ensuite, ce n'est pas interdit d'avoir des pneus, des soupeaux, mais il faut juste vider et renouveler l'eau au moins une fois par semaine. Pourquoi une fois? C'est le cycle de développement du moustique dans un Pas gîte. qu'il ait le temps d'éclore. Donc, quoi, ouais. voilà, c'est ça. Il y a aussi, comment dire, les réservoirs d'eau, par exemple dans les Tuamotu. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement, les citernes d'eau, généralement, ils sont souvent mal montés. Il y a des trous apparents. Donc, le mieux, c'est de bien monter les citernes, de remettre les moustiquaires là où il faut de combler les trous pour que les moustiques évitent, en fait, de se rendre dans les citernes d'eau. Est-ce que vous avez des petites astuces à donner à nos téléspectateurs? Par exemple, toi, t'es malais, là, on a parlé de la plupart des choses à faire, mais est-ce qu'il y a des petites astuces qu'on oublie et qu'on se dit, ben tiens, finalement, ça peut être intéressant? Alors, des astuces, c'est compliqué. Mais moi, d'expérience, depuis des années qu'on parle de cette lutte contre les gîtes, à chaque fois on répète ça, donc les gens sont fious, on ne regarde plus, etc. Je trouve qu'il y a un exercice qui est intéressant, c'est d'aller de voisin à voisin. Tu vas chez ton voisin et tu vas regarder s'il y a des gîtes et vice versa. Parce que chez toi, tu penses qu'il n'y en a pas toujours, donc tu regardes pas que ça. Faut arriver avec un œil neuf et faire un peu l'inspecteur, s'amuser à faire inspecteur gadget, là, à trouver tous les sites qu'on peut avoir. Et c'est comme ça qu'on peut arriver vraiment à éliminer ces gîtes, à combattre, parce que le message, sinon, il est répété et puis on fait pas vraiment attention. Enfin, je sais pas si c'est d'accord, Noémie, mais moi, c'est ce que j'ai constaté. On a toujours pensé, on pense à l'autre plus facilement qu'à soi-même. Noémie? Et Oui, ben, c'est une bonne idée, hein. Sinon, comme autre tips, par exemple, pour les gouttières, Oui. pour savoir si une gouttière est bouchée, généralement, il y a des plantes qui poussent. Ouais. Ah, dans la gouttière. Dans Ouais, la ouais, gouttière. Généralement, il y a des plantes qui poussent, ou sinon, si les gouttières sont surplombées par un arbre, Bah, du coup, les feuilles vont oui, dedans, voilà, ça c'est bouge. ça. Ok, c'est assez logique. Voilà. Docteur Van May, tu as aussi des petites astuces comme ça que l'on peut donner? Parce que bon, le coup du voisin, c'est bien, mais il faut être en bon terme avec son voisin, ce qui n'est Alors, pas ça- toujours le cas. ça permet de le devenir. Après, c'est bon de se prémunir contre la piqûre, c'est-à-dire effectivement de faire très attention, surtout si on est en période épidémique, de pas se faire piquer. Et quand on a au sein de son foyer quelqu'un qui a été identifié comme étant affecté par la dengue, de bien prendre garde à ce que cette personne ne se fasse pas piquer et puis aller tout de suite à la chasse aux gîtes et aux moustiques pour éviter que potentiellement une personne infectée puisse contaminer les moustiques du domicile. Alors Oui, personnellement, oui, vas-y, vas-y. Maintenant, je complète justement, pour pas se faire piquer aussi, dont on n'a pas parlé, les répulsifs cutanés, qui sont des très bons produits. C'est ce dont j'allais parler, oui. Tout à fait, ils sont toujours en PPN, donc théoriquement, on essaie d'avoir des coûts relativement accessibles. Il faut comparer les prix. Faut pas prendre les huiles essentielles, etc. C'est pas suffisamment efficace. On parle souvent là, c'est géranium, citronnelle et tout. Ce n'est pas assez efficace. Il y a des produits qui doivent être contenus. Il faut demander à son pharmacien, c'est le mieux. Il va pouvoir orienter sur les produits. Il y a d'ailleurs une liste aussi sur le site de la direction de la santé qui donne une liste de tous les produits qui contiennent suffisamment de principes actifs pour éloigner les moustiques. Et si on s'en met le matin et le soir, au moment où les moustiques sont plus actifs, c'est très efficace. Et donc ça va être particulièrement efficace pour protéger, par exemple, les enfants. Ou encore plus s'il y a effectivement une personne malade dans l'entourage, éviter de se faire contaminer. Ou le malade lui-même doit se protéger aussi pour ne pas se faire piquer et contaminer les autres. Exactement. Noémie, au-delà des campagnes de désinsectisation, on peut aussi faire un petit coup de désinsectisation autour de chez soi. Oui, bien évidemment, on peut faire un petit coup de désinsectisation, mais aussi de dégitage. Comme je le rappelle, l'élimination des gîtes reste la méthode la plus efficace pour ne plus avoir de moustiques chez soi. La désinsectisation, c'est vraiment à utiliser avec parcimonie pour ses conséquences sur l'écosystème. C'est vraiment l'élimination des gîtes qui doit être priorisée. Si tu n'as pas de gîte chez toi, tu n'auras pas forcément de moustiques. Après, voilà, il y a l'histoire des voisins, donc il faut aller discuter avec les voisins.
Et sinon, astuce simple, par exemple, moi chez moi, j'ai fait des moustiquaires autour de mes fenêtres et de C'est mes bien portes. Au aussi. moins, ça ne Voilà. rentre pas. Ouais. Moustiques et mouches, comme ça au moins c'est simple. Si vous voulez vous renseigner sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir sur le sur le site, pardon, service-public/DSP pour la direction de la santé publique et sur le site de service-public/Diren. N'oubliez pas d'avoir ces bonnes habitudes pour éviter les gîtes autour de chez soi. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, Merci. d'avoir Merci. répondu à mes questions. Faites encore une fois attention à vous, même si les campagnes de prise observée directe sont finies, il faut toujours faire attention à ce qu'on peut retrouver autour de chez soi et de son environnement. Maururu Itotato Farerir, on se retrouve demain, Trahoma par Rihanna.